Alors, la première raison d'être de cette planche-là, c'est le 43 700 Blavozy. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui connaissent ou qui ont vu, je vais peut-être faire un petit sondage à main levée, qui connaissent l'usine du Puy et qui sont venus visiter ou qui ont vu ce qui se passait derrière les murs? Il y en a quelques-uns. Et c'est vrai que c'est intéressant pour moi de présenter mon usine, et d'une parce que j'en suis fier, et deux parce que c'est local et peu de gens le savent ou la visitent. Peu de gens savent que c'est une pépite technologique. Et ce que je vais essayer là de vous expliquer, c'est euh, d'où je parle, qui je suis et puis qu'est-ce que je veux vous présenter. Donc déjà, l'usine Michelin du Puy, c'est quelque chose qui doit vous sembler un petit peu décalé parce que on est une immense usine, on est des grosses équipes informatiques. Sur l'usine Michelin de Blavozy, il y a 60 000 mètres carrés de bâtiments. Il y a 2 hectares et demi de panneaux solaires qui sont sur le toit. Il y a des gros pneus qui sont fabriqués. Là, vous en avez quelques-uns. Là, c'est le premier pneu zéro CO2 qui s'inscrit vraiment dans le plan de l'usine au long terme. C'est le premier pneu du groupe Michelin zéro CO2. Il a été fait au Puy. On est super fiers d'avoir eu le démonstrateur. On a fait des photos, mais ça ne s'est pas tellement su. Je suis sûr que peu de gens le savaient, que c'était possible et que c'était fait au Puy-en-Velay. Les nouvelles machines, celles que vous ne verrez pas dans la vidéo de présentation parce qu'elles sont secrètes, elles sont confidentielles. Ceux qui l'ont visité, ils ont signé les papiers pour expliquer qu'on ne devait pas expliquer ce que c'est. Les nouvelles machines, c'est les grosses machines. On parle de machines de 600 mètres carrés et ça fait des gros pneus comme ça. Malgré tout, on est tout petit. On est tout petit dans le groupe Michelin. On est tout petit parce que si on prend le site d'Olsztyn, en Pologne, il y a 6000 personnes. Nous, on est seulement 450 personnes. On est tout petit parce que le groupe Michelin, il est mondial et qu'on sait qu'en ce moment que le monde s'achahute pas mal. À chaque fois qu'il se passe un truc en Russie, eh ben, l'usine du Puy, elle tousse. Et on sait qu'on est tout petit, on sait qu'on est super fragile. On sait qu'on est petit aussi, mais on pense que le progrès, le respect de l'emploi en Haute-Loire, le respect de l'emploi ici, c'est le digital, c'est les investissements. Une des solutions pour tourner l'usine, pour tourner nos usines vers l'avenir, c'est d'investir en digitalisation. La digitalisation, c'est un moyen pour réaliser. On construit sa roadmap digitale comme on construit sa usine, comme on construit les autres éléments. Et je vais passer pas mal de temps. Moi, je ne suis pas un tacticien, je suis quelqu'un qui met en œuvre. Et je vais vous expliquer comment on a mis en œuvre au Puy. Un petit sommaire. Donc, je vais prendre quelques minutes pour présenter l'usine, là, compléter un petit peu. Je vais partir de la base et puis après, on essaiera de décoller un petit peu. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire sur la transformation des infras? Un des chemins, c'était transformer les infrastructures. Dans le même temps, il y a eu la transformation des besoins. Nos besoins explosent en termes de digital, de numérique. Et ensuite, suite à notre expérience, là, ça fait 10 ans maintenant qu'on chemine, je vais vous zoomer sur ce que je pense être les facteurs clés de succès. Laura interviendra pour présenter les compétences, parce qu'un des facteurs clés de succès, c'est les compétences. On parlera 5 minutes outillage, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que les outils qu'on présente là, c'est les outils dont on est super fiers. Et puis on fera une petite ouverture avec Steve et Ryan, qui sont là pour montrer un peu ce que peuvent faire notre jeunesse et nos alternants. Donc là, je ne vous apprends rien. Là, Industrie 1.0, révolution, force hydraulique.
Industrie 2.0, donc tout ce qui est automatisation. Le vilain mot, c'est taylorisation de l'industrie. Ensuite, révolution pour ce qui est de l'électronique, l'automatisme, industrie 3.0. Industrie 4.0, c'est là d'où on parle, là où on est en ce moment. Industrie 4.0, c'est une industrie connectée avec des smartphones, avec de l'IA, avec le cloud, etc. Et il ne faut pas oublier que ça ne va pas s'arrêter là et qu'il faut déjà viser l'industrie 5.0, c'est-à-dire 100% durable, c'est-à-dire 100% tournée vers l'humain. La machine et une meilleure efficacité énergétique, mais la machine qui sert les humains. Vite fait pour vous présenter où en était l'usine il y a quelques années, je vais vous envoyer une petite vidéo. Donc ça, c'est la vidéo du procédé, qui est le procédé historique, qui est ce que maintenant on ne voit plus à l'usine, qui est le... Promis, je vais essayer de ne pas marcher sur le câble. Je vais me mettre par là. Qui est en fait avant la transformation. Donc la transformation, c'était quoi? C'était l'arrivée d'un nouveau procédé. C'est un procédé qu'on a appelé Digital Ready parce qu'il était ultra connecté, il était ultra communicant. Vous avez là une petite maquette. Là, il faut imaginer une machine de 600 mètres carrés. À l'usine du Puy, il y en a 9. Ça a été des gros investissements. Là, il y a eu des éléments de presse qui montrent quelques gros chiffres. C'est vraiment une révolution industrielle qui s'est passée au Puy-en-Velay. La révolution industrielle, on va dire la partie technologique, c'est celle qui est la plus facile à expliquer. Avec cette révolution industrielle, il y a bien sûr la révolution technologique et la révolution des compétences. Ces nouvelles machines-là, elles ne se manipulent pas comme le faisaient les précédentes. Ça a transformé nos infrastructures. On a eu de plus en plus de systèmes d'information. Ils étaient de plus en plus connectés. L'ensemble des flux et d'échanges d'informations s'est multiplié entre les différents systèmes informatiques. Et il y a eu l'arrivée des nouveaux devices, tablettes, ordinateurs, smartphones, avec des nouvelles questions en termes de comment on les protège, comment on les prépare, comment on rend tous ces flux possibles. Donc ça, c'est des éléments d'infrastructure. Volontairement, j'en parle.
C'est les briques qu'il ne faut pas oublier. Ça fait partie des fondations. Est-ce qu'on a un bon Wi-Fi ? Si on n'a pas de bon Wi-Fi, ce n'est pas la peine de faire de la mobilité. Est-ce qu'on a un bon réseau ? Si on n'a pas de bon réseau, ce n'est pas la peine de faire de la vidéo, de la reconnaissance IA, etc. Donc, c'est les prérequis, c'est presque évident. C'est les métiers des informaticiens. Ce n'est pas exactement ça. Le sujet de la conférence, c'est en fait cette transformation des besoins. Avec la transformation, on va dire, du monde, il est arrivé des choses surprenantes. Si je prends l'exemple de cette nouvelle machine Osiris, on parle de 15 000 points. Chaque point, on va dire, c'est un composant ou une valeur mesurée de la machine. Par exemple, la température dans une partie de la machine, par exemple la pression, par exemple l'intensité du courant. Donc là, on a 15 000 points qui sont remontés sur chaque machine. Ces points, ils ont des valeurs qui sont suivies à 1 fois par seconde, 2 fois par seconde. Donc on trace l'évolution de tous ces paramètres plusieurs fois par seconde. Et ça nécessite un outillage spécifique. C'est impressionnant ce que les nouveaux systèmes informatiques sont capables de digérer en termes de données. Si on parle de la donnée structurée, plutôt la donnée applicative, on parle de 140 applications, on parle de 2500 tables. Donc en fait, toutes ces données, elles viennent de tous nos différents systèmes informatiques, on les rassemble. Ça fait des volumétries énormes. Donc on veut tous ces points, on les veut tout de suite, c'est des points de l'ordre de la seconde, et on les veut aussi tout le temps, et j'aurais pu rajouter partout. Partout, c'est la mobilité, c'est le Wi-Fi, et tout le temps, c'est la haute disponibilité. On est sur une usine qui fonctionne 24 heures sur 24, de la même manière que personne n'imaginerait que Google s'arrête 5 minutes pour faire une patch, une mise à jour. C'est pareil, quand à l'usine, il faut négocier une mise à jour d'un système informatique, c'est, on va dire, difficile à organiser. C'est des éléments qui sont, dont il est de plus en plus évident que la disponibilité des SI, elle est 100% du temps. Tout de suite, tout le temps. Et puis, c'est moi qui ai créé la petite image. Là. Je n'ai pas oublié de mettre un peu de verdure et un peu de... Parce que bien sûr, il va falloir que ce soit tout de suite, tout le temps, et puis durable. De mon expérience, les choses dont je veux témoigner là, sur cette histoire, c'est les 3 facteurs clés de succès. Le premier, la base, ça va avec les infrastructures, c'est la cybersécurité. On ne peut pas imaginer digitaliser sans parler de sécurité. Il faut des compétences cyber, il faut des habitudes cyber, il faut toujours se méfier. J'ai 2-3 exemples là qui sont un peu parlants, mais il ne faut pas l'oublier. C'est un volet de base. L'autre volet de base qu'on oublie souvent ou qu'on néglige dans les projets, on se dit on va brancher en sécurité, ça va marcher. L'autre élément qu'on oublie, c'est la qualité de données. On passe un temps fou, on passe des mois, des semaines, des années à revalider cette qualité de données. J'ai un petit exemple historique qui, j'espère, sera parlant. Et puis l'autre facteur clé de succès, c'est le développement des compétences. Il n'y a pas de possibilité de digitaliser sans que ce soit chacun qui se digitalise dans son métier. Du coup, c'est les compétences, mais pas les compétences des informaticiens, pas les compétences de ceux qui sont en train de livrer la solution, mais bien les compétences de ceux qui sont en train de les utiliser. Un petit speech sur la sécurité. Innover, bien sûr, mais en toute sécurité. Vous avez tous entendu parler de transformation digitale. Dans l'industrie, on parle même d'industrie 4.0. 2 grands changements transforment le quotidien. 1. L'usage de composants connectés, les fameux IoT, Internet of Things. 2. La collecte massive de données terrain dopées à l'IA. Vous l'aurez compris, on capte de plus en plus de données directement sur le terrain, via nos machines ou via des objets connectés à Internet. Toutes ces données sont centralisées dans un lac. Non, rangez vos serviettes. C'est un lac où on ne peut pas se baigner. On parle de lac de données.
C'est une immense base de données commune, accessible depuis votre poste, votre smartphone, votre tablette, et qui permet surtout la création d'outils d'analyse puissants. Et ces nouvelles données produites, tout le monde peut s'en servir. Vous, vos collègues, le central, des fournisseurs et parfois même des partenaires externes. Et ça, c'est nouveau. L'idée, c'est de mieux produire et mieux anticiper. L'IA peut nous aider à optimiser nos procédés de fabrication ou nous assister dans des tâches de maintenance préventive, par exemple. Et ça, c'est une super bonne chose. Mais cette ouverture inédite de l'industrie, c'est aussi, et vous l'aurez compris, une porte ouverte à certains risques. Et oui, cette masse critique d'informations, c'est notre propriété intellectuelle, et elle a de la valeur. Pas question qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Alors, comment s'en protéger ? Eh bien, il faut avant tout maîtriser le partage de ces données. Et ça commence par bien gérer les droits d'accès. Et surtout, vérifier chaque connexion à notre réseau, en particulier et notamment celle des objets connectés. Car plus on collecte de données, plus on doit les protéger. Le respect des règles digitales, c'est notre meilleure défense contre les cyberattaques ou une fuite de savoir et de savoir-faire. Alors n'oubliez pas, être connecté, c'est OK, mais être exposé, ça ne l'est pas. Au-delà du message, je vais prendre des petits exemples. Volontairement, j'ai pris un exemple plutôt professionnel et puis un exemple plutôt dans le monde perso. En fait, ma volonté là, c'était de montrer que les compétences, ce n'est pas des compétences qui se contredisent ou qui sont pas liées. Il y a bien, pour la partie sécurité, un rapprochement entre qu'est-ce qu'on fait au boulot et qu'est-ce qu'on fait à la maison. Le premier exemple là, qui parle pas mal, je ne sais pas si vous le connaissiez, c'est l'exemple de Land Rover. Qui c'est qui avait entendu parler de cet exemple-là là ? Ah ouais, donc il y a pas mal de monde quand même. Donc là, Land Rover, on parle d'une entreprise qui est un tout petit peu connue, qui avait oublié de patcher un ou deux de ses serveurs qui servaient à prendre les commandes. Ils ont perdu 50 millions de livres par semaine pendant plusieurs semaines. Le gouvernement anglais a communiqué sur le fait qu'ils avaient perdu 2 milliards de livres suite. Il y a 2 milliards de pertes de valeur suite à cette problématique de Land Rover. En fait, ils se sont fait hacker leur système de prise de commande de voitures et de pièces détachées. Donc pendant des semaines et des mois, ils n'ont ni pu recevoir aucune commande de leurs clients. Et les commandes perdues, les clients, ils ont acheté d'autres voitures. L'autre exemple, c'est un exemple qui est parlant, c'est l'exemple des cartes de crédit. Donc là, il y en a deux. Il y a, vous recevez un petit mail d'un arnaqueur qui vous demande de rappeler un numéro de téléphone, puis vous appelez, puis vous avez votre banquier, puis en fait, c'est pas votre banquier. Donc ça, c'est un exemple classique. Avec un peu d'information, c'est assez facile à faire. Ils ont même fait une variante. Ils vous envoient carrément une carte de crédit avec le petit QR code pour l'activer. Si jamais vous l'activez, c'est tant pis pour vous. Vous avez perdu votre argent. Donc ça, c'est l'exemple type de choses qui peut arriver en entreprise comme perso. Et quand on développe les compétences, Laura, elle parlera des compétences un peu plus loin. C'est vraiment dans l'idée que toutes les compétences sont utiles. Et quand on parle du digital, encore plus. Je voulais prendre un exemple. Donc ça, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui date de 2022. Là, je vous ai sorti une vieille planche d'une présentation que j'avais faite. C'est quelque chose qui était énorme. Le premier sujet digital de l'usine du Puy, c'était de compter le nombre de pneus qu'on fabriquait. En fait, ça paraît fou, mais l'usine était incapable de dire combien de fabrication a été faite, combien de tonnes avaient été faites, combien de pneus a été fait. Pourquoi elle était impossible ? Pas parce qu'il n'y avait pas de chiffres, mais parce qu'il y avait de nombreux chiffres.
en fait, il y avait de nombreuses valeurs de vérité suivant où on regardait la valeur. Plein de gens comptaient, tout le monde comptait très bien. Et à chaque fois qu'ils se retrouvaient devant le directeur, au moment de faire les bilans, eh ben, il n'y en avait aucun qui était d'accord et personne n'avait le même chiffre. Personne n'avait le même chiffre, c'est normal, parce que quand il y a 10 personnes et que chacun compte ce qui lui passe devant, ben, les gens ne voient pas les mêmes choses. Donc, si on comptait juste la fabrication, on avait les chiffres le lendemain et on était déjà content de ça. L'arrivée, donc là on parle de 2016, c'est vraiment le démarrage chez nous de l'histoire digitale. Donc le croisement de la donnée de fabrication, l'arrivée du data lake, l'arrivée des technologies de communication, nos premiers essais avec Kafka, ont permis de croiser déjà de la donnée différente. C'est de la donnée entre le réalisé et l'engagement. Tout de suite, ça fabrique une nouvelle donnée qui est la performance. Combien on en a fait, combien on devait en faire, et ben ça dit si on a réussi la journée ou pas. Donc c'est une nouvelle donnée qui est créée en regardant deux données. Là, on parle juste d'addition. Je ne parle pas de calcul complexe. C'est juste, on compte les pneus un après l'autre, on fait les additions. Donc là-dessus, c'est bien un sujet digital, c'est pas un sujet d'informaticien, c'est bien un sujet purement data. Pourquoi on a mis autant de temps? Et d'une, parce qu'on est Michelin, qu'on fait les choses sérieusement, carré, en sécurité, mais aussi parce que chaque organisation a besoin de rencontrer ce qu'on appelle le partage, le travail ensemble. Chacun, auparavant, disait « Ok, bon, moi je suis propriétaire de cette donnée, c'est ma donnée, et je vais sécuriser ma base de données. » Voilà. Et du coup, pour mettre en commun, il faut accepter déjà que la donnée voyage et qu'elle voyage en sécurité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la solution qui a été mise en place, Kafka. Là. Je fais un petit break sur les solutions parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'informaticiens, mais Kafka, c'est la solution qui est fournie par Apache. C'est une solution open source, donc ça vaut le coup qu'on en fasse la pub, c'est gratuit en fait. Mais c'est la solution qui porte Twitter. Donc, c'est des solutions ultra haute fréquence qui permettent d'envoyer des petits messages dans des tas d'endroits. C'est super bien pour suivre une production en temps réel, à condition que l'émetteur il les mette en temps réel. Donc, nous, on avait des vieilles applications, on va dire l'informatique legacy. Donc, on le faisait par traitement, par lot. Et en regardant ce qui était fabriqué, on avait un comptage. En regardant ce qui était cuit, on avait un autre comptage. Et la chose qui était intéressante, là où vient la qualité de données, c'est que comme les deux systèmes sont de technologies différentes, ils ont de la donnée différente, bah bien sûr, dès qu'on croise la donnée, il y a des fois ça match, c'est super. Et puis il y a toujours un moment, une donnée qui ne matche pas. Je ne veux pas parler de problème de format, mais on va dire chaque système informatique, il a ses failles et ses moyens de le corriger. Quand on double et qu'on croise les données, eh bien en fait, on augmente et on multiplie le nombre de failles qu'il y a. Le data lake, on peut le voir comme un animal qui est en haut de la chaîne alimentaire de la donnée, c'est-à-dire si jamais il y a des pollutions en bas, ben vous pouvez être sûr que dans les grands animaux en haut de la chaîne alimentaire, les pollutions, elles se retrouvent. Donc on se retrouvait à croiser de la donnée différente, de nature différente, et on a eu besoin de croiser de nombreuses données jusqu'à arriver à une valeur dont on est sûr, qui est la valeur référente. Ce voyage-là sur la qualité de données, il a été une manière pour nous de grandir. Ça a pris 5 ans. Maintenant, on a le nombre de pneus fabriqués à l'usine. Et on essaye de le garder. Voilà. Parlons du troisième levier. Je vous ai parlé cybersécurité, je vous ai parlé data. Et je pense qu'il ne faut pas rater le volet compétences. Comme tu veux, les deux marches. Bonjour à tous. Déjà, je me présente, Laura Dubuis. Je suis responsable formation sur l'usine de Blavozy.
Et effectivement, mon rôle et ma mission, c'est de m'assurer que chaque personne dans l'usine ait le bon niveau de compétence dans son poste. Et effectivement, dans tout ce qui est compétences, on va retrouver les compétences digitales. Donc, comment s'assurer que chacun puisse avoir accès au digital? C'est déjà d'avoir quelque chose de structuré. Et pour structurer en fait la partie compétences digitales, on a en fait on va dire des champions par domaine. Donc on a déterminé en fait par domaine, donc sécurité, maintenance, qualité, délivrable et coût, en fait des personnes qui vont être soit correspondant digital, je vais expliquer ce que c'est après, soit data analyst. Donc le rôle de correspondant digital, donc vous voyez on a la photo de toutes les personnes qui sont désignées dans l'usine. Le rôle de correspondant digital, c'est plutôt de gérer dans son domaine en fait la roadmap des sujets digitaux de demain. Et le correspondant digital, le data analyst, pardon, je reprends. Le data analyst, lui, il va être plutôt sur les solutions techniques. Comment accompagner sur des solutions techniques. Donc ça, c'est sur la structure. Donc ça touche pas toutes les personnes parce qu'effectivement, on est 430, on va dire, dans l'usine. On n'a que quelques personnes qui sont sur ces parties-là. Mais on va aussi avoir toute la partie compétences digitales pour tous. Mais là, je vais revenir sur les data analysts et les correspondants digitaux. Donc, ils ont été désignés soit parce que c'est quelque chose qu'ils veulent dans leur parcours développer, ou alors on a vu une appétence particulière pour tout ce qui était digital. Donc après, quand ils acceptent le rôle, faut leur apporter on va dire la formation adéquate pour qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent développer cette partie digitale dans leur domaine. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis ici normalement. Je ne sais plus après la slide sur. C'était sur les méthodes, ouais. les méthodes de pilotage qu'on utilise au puits. Oui, alors ça c'est un exemple en fait de tableau de bord en fait qu'on va pouvoir mettre en place. Donc sur un atelier ou sur un îlot en fait pour pouvoir avoir nos indicateurs qui sont mis à jour on va dire de manière quotidienne et qu'on puisse manager en fait notre production au quotidien sur les différents domaines qu'on a pu voir auparavant. C'est un bel exemple d'une méthode de l'industrie où on se donne des objectifs, on pilote l'atteinte des objectifs et la volonté là c'était de montrer que ce pilotage, il est fait équipe par équipe. Les objectifs sont différenciés en fonction du type de travail et des méthodes. Les compétences, la seule manière d'accélérer, c'est de se donner les moyens, de se donner du temps et de mettre le paquet dessus. C'est ça. Et sur les compétences, effectivement, compétences digitales, on ne va pas avoir le même attendu pour tous. Effectivement, tout le monde n'est pas au même niveau de compétences sur le digital. On va avoir de la compétence digitale pour opérateurs qui va être spécifique aux agents de production et à certains métiers désignés. Et puis après, on va aller un peu plus loin sur de la formation digitale pour les correspondants digitaux, et les data analystes. Et puis c'est sûr que quand je viens voir Jean, parce que oui, beaucoup de personnes me demandent des formations en Excel, il me fait passer un savon. Mais non, c'est pas l'avenir. L'avenir, c'est Power BI. Blague à part, effectivement, développer les compétences, c'est quelque chose de quotidien. C'est pas en faisant une action spontanée qu'on va pouvoir développer les compétences de chacun. Et je développe notamment les compétences pour opérateurs. Donc vous voyez en fait sur le slide qu'il y a derrière vous, en fait les sujets qu'on va traiter domaine par domaine. Donc là, je suis correspondante digitale sur la partie personnelle. Et donc effectivement, on a compétences opérateurs que je vais animer et je vais former en fait les agents de production au digital. Donc qu'est-ce qu'on appelle le digital pour les opérateurs? Ça va être déjà, est-ce qu'ils savent les règles de connexion, de mot de passe? Est-ce qu'ils savent déjà se connecter? Parce qu'il y a encore quelques années, le mot de passe,
ils s'en rappelaient même plus. Donc, on a déjà fait une grande étape où maintenant, ils changent leur mot de passe déjà tous les 3 mois. Ensuite, on va avoir aussi tout ce qui est niveau de confidentialité. On crée des documents, comment on le classifie. On a une classification de base, mais plus on monte vers du secret, plus on aura une classification et des personnes restreintes qui pourront avoir accès à ces documents-là. Et puis après, on va passer sur des outils plutôt collaboratifs, type Outlook, Teams. Et tous ces outils-là, en fait, on va les retrouver sur notre page intranet. Et du coup, ce que je leur dis, si déjà vous n'arrivez pas à vous connecter à notre page intranet, ce sera compliqué pour accéder à tous ces outils-là. Donc déjà, c'est la base. Et effectivement, quand je fais des permanences digitales où les gens s'inscrivent, viennent aux permanences, j'en ai beaucoup qui me disent encore ah non, mais moi, ça ne me sert à rien. Hein. Ah non, je ne vois pas du tout à quoi ça va me servir. Alors bon, je rame, je dis mais si, c'est pour l'avenir. Et ta fiche d'impôt, comment tu l'as fait? Non, c'est ma femme. Bon, d'accord. Et puis je m'aperçois à la fin de l'heure qu'il a en fait déjà tout sur son téléphone perso. Donc c'est un peu contradictoire, mais effectivement, c'est ça aussi qui fait la richesse, c'est qu'on a des personnes différentes et puis qu'on doit aussi adapter la formation aux personnes et qu'on n'aura pas du coup le même attendu pour chaque personne. Donc voilà. Et puis oui, dans tous les exemples en fait que vous pouvez avoir sur l'écran, on va avoir des choses. Bon, c'est vrai que côté service du personnel, ça va plutôt sur le développement des compétences, mais non, mais sans parler détaillé là, le but, c'était vraiment de dire que on appuie les compétences sur des sujets. Après, il faut trouver des sujets pour que chacun puisse mettre en pratique sa compétence. Ouais. On ne fait pas de la formation. Il y a pas de profs chez nous qui font des cours ou qui déploient de la compétence. En fait, à chaque fois, c'est bâti sur une roadmap et chacun porte sa roadmap, se responsabilise et les compétences sont un moyen pour atteindre les objectifs de la roadmap. Après, on sera plus sur des sujets techniques dans des domaines comme la sécurité, la qualité et la maintenance. Voilà ce que je pouvais vous dire. La chose qui est la raison d'être de toute cette organisation-là, elle est que Michelin juge que c'est prioritaire. C'est prioritaire pour l'avenir. C'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'il faut surfer la vague. La vague, elle ne va pas passer 2 fois. Il faut apprendre à surfer maintenant. Et il faut emmener tout le monde. Donc on a décidé d'industrialiser, parce que c'est quelque chose qu'on sait bien faire à Michelin, on a décidé d'industrialiser le déploiement de compétences comme la livraison des sujets. Une petite minute où si vous avez des questions, y a plein de gens ici compétents pour répondre. Il y a des petits outils dont on est quand même super fiers. Donc déjà, il y a le premier outil, c'est OsiSoftPy, c'est la société Aveva qui fait ça. Il y a plein d'autres outils qui font ça. Celui-là, il nous plaît parce qu'on l'utilise. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on avait 15 000 points par machine. Aujourd'hui, sur le site du Puy, on a 100 000 points, 100 000 points à 0,6 secondes. Si on garde une durée de rétention sur 5 ans, on parle de 300 milliards de valeurs. C'est des outils comme ça qui permettent de les voir, les visualiser en temps réel. C'est vraiment l'introduction dans le monde de la big data. Mais sans parler de ça, ce n'est pas tous les outils qui sont capables de digérer autant de données. Donc je pense que ça valait le coup de le souligner. Si vous cherchez savoir comment monitorer du procédé, c'est un super outil. Le deuxième que je voulais mettre en valeur, c'était DataIQ. DataIQ, c'est parce que c'est un outil qui était français à l'origine, donc on en est fiers. Dommage, hein, j'ai pas d'outil de Haute-Loire à présenter, mais déjà celui-là il est français. Maintenant, il est peut-être plus français parce qu'il y a eu des grosses levées de fonds et il y a des fonds de pension américains qui ont investi beaucoup dessus. Donc, je ne suis pas sûr que son capital soit vraiment 100% français. En tout cas, c'est un outil à Michelin. On est très proche de cette société parce qu'ils travaillent avec nous et on trouve que c'est un super outil pour
préparer la donnée. Si vous voulez gérer des gros volumes de données, se connecter à tout, se connecter dans toutes les directions, je vous conseille DataIQ. C'est facile à prendre en compte, c'est facile à apprendre, et puis c'est super puissant. Voilà. Et puis l'autre composant, je vais peut-être pas vous le présenter trop, c'est Azure Copilot, la solution Microsoft. C'est la solution que Michelin a décidé d'utiliser pour aller dans le cloud. Pourquoi Michelin l'a retenu? Principalement parce qu'ils acceptaient de signer les contrats de confidentialité Michelin, protection de la donnée. Donc c'est des gens qui sont quand même capables de répondre en termes de confidentialité. Petit à petit, ils vont posséder toutes nos données. Donc il faut choisir son fournisseur de cloud, choisir un fournisseur en qui on a confiance. Voilà. Donc je pense que ça valait le coup. Et de présenter ces petits outils, un peu de technique, ça ne gêne pas. Voilà. Les deux dernières planches, c'est pour terminer. Celle-là, c'est pour mémoriser ou commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on voit depuis aujourd'hui. Donc vous l'avez compris dans la conférence, le digital, c'est centré sur les personnes. Les personnes, c'est de la compétence. Et on parle de compétences comportementales. C'est le pro et le perso qui se rejoignent. C'est les compétences soft qui vont devenir de plus en plus importantes. Les compétences techniques elles-mêmes, peut-être que les IA vont nous aider, etc. Par contre, pour parler, communiquer, faire des choix pour améliorer son comportement, c'est sur les personnes qu'il faut agir. Donc, les compétences pro-perso se complètent et sont clés. L'autre élément qu'on voit, c'est que la principale difficulté qu'on rencontre, c'est la partie adoption. C'est comment faire en sorte que les gens adoptent nos nouveaux outils. Nos plus grands échecs, c'était des solutions super géniales, mais que personne n'utilisait. Donc, on en a plein les placards comme ça à l'usine. Donc, maintenant, on fait attention à ce que l'adoption, elle démarre du début des projets. Et puis, l'agilité, c'est pour avoir le bon niveau de réponse. On peut toujours faire mieux, s'appliquer encore plus. Des fois, il faut livrer un truc vite fait, bien fait. Donc, on espère que grâce à l'IRA, on arrivera à livrer des trucs encore plus vite pour répondre aux besoins de tout de suite et maintenant. Voilà. Et pour terminer, je vais laisser la parole à Steve et Ryan, tous les deux alternants à l'équipe digitale. Et ils vont vous présenter les sujets. Eux, ils n'ont pas fait de planche parce qu'ils sont plus forts que moi. Ils vont le faire a cappella. Mais il y a 3 sujets. Là, vous avez juste les titres au tableau. Et ils vont vous les présenter. Alors, bonjour à tous. Déjà, je m'appelle Founsi Ryan. Je suis alternant au site du Puy, chez Michelin. Mon école se trouve à Troisiel, dans la ville de Limoges. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Steve, c'est vous présenter, vous expliquer c'est quoi être un alternant au Puy. Déjà, au Puy, on entre dans ce cadre-là où on doit aider les équipes on doit aider dans le service de la digitalisation à faire monter les opérateurs en compétences dans le digital, et on doit également aider à la production de solutions digitales, à digitaliser le site en fait. Du coup, pour ce faire, en général, on a notre bureau, on est là, on est assis et on attend lorsque, par exemple, quelqu'un a un souci, un problème, il entre dans le bureau, il présente sa solution et tout. On essaye d'évaluer les gains, de comprendre ce dont il a besoin et de voir dans quelle optique on peut construire une solution qui lui convient, en communiquant avec lui, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de mes projets à moi. J'ai travaillé sur une solution d'alerting qui permettait de détecter une perte de pression de membrane. Pour vous expliquer, dans l'usine, nous avons ce qu'on appelle des nacelles, parce que le pneu que vous voyez,
qui ressort lorsque vous le voyez là, il a déjà été cuit. Du coup, avant cette étape de cuisson, nous avons des bandages. Les bandages chez nous sont conservés dans les stocks, dans ce qu'on appelle des nacelles. Du coup, pour conserver des bandages, il y a ce qu'on appelle une membrane sur la nacelle qui doit être gonflée pour soutenir le bandage, en fait. Du coup, mon objectif à moi, c'était de pouvoir comprendre la pression, détecter la pression qui se trouve à l'intérieur de ces membranes et de dire à travers une IHM, un affichage, ici il y a un problème, ici il y a un dégonflage et tout. Parce que lorsque ça arrive, en fait, l'usine perd de l'argent parce que ça devient soit un déchet, soit il doit être réparé et ça fait perdre de l'argent à l'usine, en fait. Du coup, pour réaliser ce projet, j'ai utilisé des outils comme Dataiku, comme on vous l'a présenté et tout. Et ce qui se passe, c'est que les automates, des capteurs sont installés dans la membrane. La membrane, les capteurs envoient des données à travers un protocole UDP sur un serveur Windows. Il est reçu et ensuite on publie à travers une requête HTTP les données de la mesure. On récupère les données et on fait l'ingestion de données sur l'outil que Jean vous a présenté tout à l'heure, Dataiku, qui permet de faire la transformation, d'afficher les données à travers des... on peut choisir la solution, ça peut être Power BI et tout. Et là, on a décidé de faire une web app pour afficher à l'utilisateur pour qu'il comprenne et voir en fait que là, j'ai un problème, ma membrane se dégonfle, je dois agir. Donc, c'est un peu ça mon projet. Maintenant, je vais laisser Steve vous présenter son projet à lui sur la maintenance prédictive. Merci Ryan et bonsoir tout le monde. Steve Nono, ingénieur informatique et actuellement en master data intelligence artificielle à l'école éthique à Paris. Je suis à Michelin dans le cadre d'une alternance, du coup pour mon master, et je travaille sur un sujet de prédiction de panne de moteur. Pour vous présenter un peu le contexte, actuellement à l'usine, Jean il n'a pas parlé beaucoup, mais on a des machines très très connectées, d'où l'appellation d'industrie 4.0. Du coup, on a ce nouveau procédé qu'on ne vous a malheureusement pas présenté parce que secret industriel, qui sont connectés et peuvent parler, on va dire, parce qu'ils envoient des informations à la solution qui vous a présentée plus tôt, OsiSoft, développée par l'entreprise Aveva. Et du coup, ces machines, des fois, elles peuvent tomber en panne. Et mon projet il s'inscrit du coup dans un enjeu précis qui serait de prédire, dans la mesure du possible, certaines pannes, afin qu'on puisse anticiper sur les interventions des équipes de maintenance. Car pour le moment, si une machine tombe en panne, il y a arrêt de production, ce qui ne fait pas les affaires de Michelin. Il faut le dire. Et du coup, dans cet outil qu'on appelle Pi, on a beaucoup de points. Et moi, je vais m'intéresser en particulier à un point précis, qui est la force du moteur. En physique, on parle du couple d'un moteur. Et je regarde en gros, est-ce que le moteur il force plus ou est-ce qu'il force moins? Si jamais le moteur il force plus, c'est une indication de se dire il y a un souci. S'il force moins que d'habitude, que son état, on va appeler ici un état de référence, sa bonne santé, il y a également un souci. Et pour arriver à mettre en place une solution pareille, on a bien sûr besoin de la donnée, qui est un peu le cœur du métier que nous faisons dans le domaine de la data. Et ce que je fais, c'est d'aller dans OsiSoft. Et ces points, qui sont très, très, très nombreux, il faut le dire, ils sont requêtés à un temps de 0,6 secondes. Donc, ça fait moins d'une seconde, on a un point. Et du coup, j'en ai beaucoup. Et à travers les mécanismes de traitement de la donnée, je peux modéler une solution du coup qui
qui répondrait aux attentes du bureau de la digitalisation du site. Également, je travaille, pour vous parler aussi, pour rester sur l'aspect de solutions techniques, d'outils. Je travaille également avec DataIQ, qui, à mon sens, est le meilleur outil que j'ai découvert chez Michelin et que je recommanderais à tout le monde. Parce que DataIQ, il faut savoir que c'est un outil de type end-to-end. Ce que j'appelle end-to-end ici, c'est que DataIQ, il s'inscrit dans la continuité. Un projet peut être réalisé en intégralité dans DataIQ, parce que DataIQ, il sait aussi bien ingérer de la donnée, la nettoyer, transformer. DataIQ aussi, chaque jour, je découvre, et il faut savoir que DataIQ vous permet également de faire de l'apprentissage machine, du machine learning en l'occurrence, et bien encore. Et d'ailleurs, ce que fait Power BI, DataIQ peut le faire. C'est-à-dire faire des affichages pour prise de décision. Et c'est vraiment un outil que je trouve formidable. Je vais peut-être... la méthode que j'utilise pour réaliser la solution à mon projet, c'est du coup d'aller surveiller la force du moteur. Et quand j'étudie cette force, j'étudie une moyenne. Et après, je fixe un seuil de min-max autour de la moyenne. Quand ça va plus bas, quand ça va plus haut, il y a une alerte et les équipes de maintenance sont alertées avant la casse. On a un troisième sujet qui aurait été présenté par un autre alternant qui n'est pas là cette semaine sur le puits. Et il est à l'école, c'est ça. Et son sujet, il va à peu près dans le même sens que le mien. Je dirais même dans le même sens parce que c'est un sujet qui va aussi aller faire de l'anticipation sur les pannes. Mais il est plus large. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je vais me focaliser sur la force du moteur de nos super machines qui fabriquent les pneus. Mais ici, le projet, il va regarder plus large. Et c'est un projet qui s'inscrit dans le domaine de l'intelligence artificielle. Parce qu'il est réalisé avec du machine learning. Machine learning ici, c'est apprentissage par la machine. Donc, je vais laisser Ryan vous teaser un peu. Et peut-être je rajouterai un truc par la suite. Alors, le projet parce que l'alternant s'appelle Yacine, le but ici est de faire de la détection d'aléas. Dans les machines, en général, on a ce qu'on appelle, ce sont des outils gros débit qui s'adaptent en fonction du problème qui arrive et tout. Du coup, sur une machine, on peut avoir un problème sur un capteur, par exemple, je ne sais pas, par exemple de la poussière sur un capteur et tout, qui capte mal la température ou un problème, ce qui crée un problème. Bon, pas un problème, le moteur force plus. Et le tout, c'est de réussir à détecter pourquoi, grâce à un modèle d'IA qu'il aura conçu. Du coup, je vais laisser Steve vous expliquer un peu plus en détail le projet au niveau de la technique et tout. Donc, le modèle choisi est un modèle de deep learning, et en l'occurrence les LSTM. Je ne sais pas si ça parle à tous. Les LSTM, c'est un réseau de neurones qui va faire de la captation de motifs. Et pour revenir encore à l'outil Pi que nous avons, sur les points que nous requêtons et que nous stockons dans Pi, des millions de points, il faut préciser, parce que une force de cet outil, c'est la compression de données. On pourrait parler de beaucoup de gigas, mais voire même des téraoctets. Et du coup, sur un point, on peut faire une courbe, on va dire, de l'évolution du point dans le temps. Et les LSTM ont cette capacité d'apprendre sur les données de type time series. Ce que j'appelle ici données de type time series, c'est des données qui ne sont pas alignées forcément dans le temps. Je vous ai dit, il y a plusieurs points. Et les aléas qu'on cherche, c'est des aléas autour de la température pendant le procédé de fabrication, notamment aussi le couple que j'étudie. Et du coup, ça fait plein de points, mais qui ne viennent pas se stocker
dans un même format d'horodatage. J'aurai un point sur le couple à 18h le mardi, mais en réalité, ce couple-là, qui est à 18h le mardi, était à une température de 12 degrés, par exemple, qui a été requêté et stocké un mercredi à 11h. Mais dans la réalité, ils sont sur le même temps. Donc, sur une courbe, c'est pas facile à repérer. Et les LSTM ont cette force d'aller capter des motifs. Et ici, ce que fait Yacine, c'est qu'il entraîne un modèle sur cette courbe-là, le modèle qui va aller pouvoir remarquer une diminution de la courbe et pouvoir expliquer pourquoi. Et du coup, il arrive aujourd'hui à ressortir pas mal d'aléas, notamment liés à la vitesse pendant le procédé de fabrication. Est-ce que la vitesse, elle était trop haute? Est-ce qu'elle était trop basse? Et du coup, par rapport à ça, il peut voir des écarts sur la température et plein d'autres trucs. Parce que je ne pourrais pas vous lister les points, je vous ai dit, il y en a beaucoup. Et donc, c'est une solution 100% IA, notamment du deep learning. Et voilà, c'est ce qu'il présente. Et ça va un peu dans le même sens. C'est pour scaler la production de l'usine et pallier plus vite aux problèmes de maintenance. Du coup, je vais me permettre, Jean, de clôturer et prendre... C'était juste pour signaler, parce qu'on a beaucoup parlé technique et tout, mais vraiment, être alternant au puits, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aide vraiment à digitaliser l'usine. On contribue avec notre équipe à faire monter en compétence les différents opérateurs. Et c'est vraiment dans ça qu'on s'inscrit, que ce soit les projets qu'on nous donne, que ce soit en les accompagnant. C'est vraiment ça qu'on fait. Merci. Merci. Donc la jeunesse nous apporte un œil nouveau et nous apporte aussi des réseaux de neurones, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent de vrais sujets, ils emmènent les sujets jusqu'au bout, et la raison pour laquelle on investit autant dans des alternants, au-delà de leur sourire, au-delà de leurs compétences techniques, c'est aussi parce que justement, ils vont partir, et c'est pour que l'usine monte en compétences. Elle va conserver pas seulement les sujets, mais elle va conserver aussi les méthodes, les bases de données, etc. Et donc, chacun amène son expertise, mais à la fin, le but, c'est bien de travailler avec l'ensemble des personnes chez nous et de les aider à accélérer dans leur montée en compétences. Donc, j'espère qu'ils ne vous ont pas trop fait mal au crâne là, quand ils ont parlé un peu de réseau de neurones. Je sais qu'ils se sont retenus parce qu'ils auraient adoré en dire plus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que de la compétence, il y en a plein, on peut en trouver, il faut aller la chercher, et puis il faut leur donner des bons sujets pour qu'ils puissent aller loin. Merci. Merci.